Un animal est-il une chose, un objet, un bien? En tout cas, avant la loi du 16 février 2015, on disait souvent qu'il n'était que cela. Cette loi a-t-elle changé cette approche en créant l'article 515-14 du Code civil qui dispose « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ». Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. En fait, cette reconnaissance de la sensibilité des animaux figurait déjà dans le Code rural et de la pêche maritime en l'an 2000. Son article L214.1 dispose que tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Nous reviendrons sur le Code civil et d'autres dispositions qui sanctionnent la maltraitance animale et autorisent les vétérinaires à la signaler. Nous envisagerons aussi le sort des animaux dans les divorces et séparations, le divorce des humanoïdes. Mais d'abord, soulignons que l'article L214, sans le 1, est aussi le nom d'une association de défense des animaux particulièrement active et parfois radicale. On peut ne pas approuver quelques excès, notamment d'antispécistes, comme s'en prendre à des bouchers, surtout artisanaux. L'être humain est omnivore et donc carnivore. Il est au sommet de la chaîne alimentaire et il mange par conséquent des animaux, comme le font de nombreux animaux. Essayez de proposer du tofu à votre chat ou votre chien ou à un lion, pas certain qu'il apprécie. En tout cas, même si la nature et l'évolution des espèces autorisent d'une certaine manière l'homme à manger des animaux, cela ne l'autorise pas à leur infliger une vie de souffrance, à les maltraiter, à les torturer. La condition des animaux d'élevage intensif, c'est un mépris pour la sensibilité que leur concède la loi. Ce lot de consolation juridique, ils ne peuvent pas y être sensibles. Ces quelques images sont bien gentilles, et nous laissons à d'autres le soin d'en montrer de bien plus choquantes. L'association L214 a démontré à plusieurs reprises l'horreur des abattoirs, à des années-lumière de toute sensibilité humaine ou animale. Mais la vie en batterie de ces morceaux de viande vivante et sensible est parfois si horrible que la mort, même atroce, en devient une délivrance, ce dont ils ne sont probablement pas conscients. Mais allez savoir. Il est établi qu'un cochon est au moins aussi intelligent et sensible qu'un chien ou un chat. Je ne vous montrerai pas ici d'images de cochons tellement entassés et maltraités dans leur enclos qu'ils en deviennent fous. Mais si vous avez un animal domestique, vous ne supporteriez pas qu'on lui inflige le 10e de ce que subissent ces porcs. Même si la ferme des 1000 vaches n'a rien à voir avec une ferme traditionnelle, et n'a peut-être de ferme que le nom, on ne saurait pour autant jeter l'opprobre sur les éleveurs. Nous avons voulu manger de la viande tous les jours et payer le saumon au prix du jambon industriel. Nos vœux ont été exaucés grâce à l'agriculture intensive. Mais comment peut-on juridiquement prétendre que les animaux sont des êtres sensibles, punir de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, je cite, le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre des actes de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, comme il est dit à l'article 521.1 du Code pénal, et accorder des dérogations multiples au nom de la tradition, ici pour les combats de coqs, là pour la tauromachie et évidemment pour l'élevage et l'abattage industriel. Ah, c'est pas pareil, le toutou et le veau ou l'agneau. Faut pas mélanger et confondre les animaux, comme il ne faut pas confondre les sources de droit, code pénal, code rural. Ces dispositions du code pénal visent à protéger les animaux domestiques, mais aussi ceux apprivoisés ou tenus en captivité. La captivité, c'est quand même un peu le sort des animaux d'élevage, non? J'ajoute que l'article 226.14 du Code pénal autorise la levée du secret professionnel pour le vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle sur un animal mentionné aux articles 521.1, celui qu'on a vu avant, et 521.1.1, et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal constaté dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l'obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l'article L203.6 du Code rural
et de la pêche maritime. Et que nous dit cet article 203.6 ? Sans préjudice des autres obligations déclaratives que leur impose le présent livre, les vétérinaires sanitaires informent sans délai l'autorité administrative des manquements à la réglementation relative à la santé publique vétérinaire qu'ils constatent dans les lieux au sein desquels ils exercent leur profession, si ces manquements sont susceptibles de présenter un danger grave pour les personnes ou les animaux. Donc, le code pénal autorise le vétérinaire à signaler la maltraitance au procureur et le code rural l'oblige à signaler à l'administration tout manquement à la réglementation, mais seulement si ces manquements présentent un danger sanitaire. Eh bien, l'élevage intensif, si peu respectueux soit-il de la sensibilité reconnue des animaux, n'est pas un manquement à la réglementation relative à la santé publique vétérinaire et ne présente aucun danger sanitaire. Vraiment ? Regardez par exemple ce que nous explique le CIWF et faites-vous votre propre opinion. Ce n'est pas du droit et je sors de mon champ de compétences. Pas tout à fait. Les accidents sanitaires posent la question de la responsabilité, mais il est vrai que ce n'est pas celle qui est posée dans cette vidéo. On sait très bien que toutes les démarches des associations de défense des animaux visant à sanctionner les abus de l'élevage intensif, mais aussi l'expérimentation sur les animaux, comme les vaches à hublot et d'autres horreurs, se fracassent sur le mur juridique, mais surtout sur celui de la nécessité. Nourrir la population d'abord, tester des médicaments et même des shampoings ou des crèmes solaires. Donc ces dispositions du code pénal, pour signaler et sanctionner la maltraitance animale, ne s'appliquent pas à cette maltraitance industrielle qu'est l'élevage intensif en batterie. On va, et il faut s'en féliciter, sanctionner le fait de faire souffrir un animal de compagnie, parfois punir des actes de barbarie véritablement insoutenables commis dans les abattoirs, mais ça n'ira pas au-delà, tout comme il n'est pas question d'abolir la tauromachie. Tradition oblige. Une solution politique et donc juridique pourrait être envisagée, la même que celle qui avait abouti à la création de l'euro en 2002, après plus de 20 ans de travaux et d'étapes successives. Si l'Union européenne décidait que le 1er janvier 2040, par exemple, l'agriculture intensive et l'importation de produits qui en sont issus seront interdits dans tous les pays de l'Union européenne, nous nous laisserions le temps de la transition. Une méthode analogue avait été utilisée pour le RGPD, la protection des données à caractère personnel, et cette méthode est aussi en cours pour la transition énergétique, pour se débarrasser des passoires thermiques ou des voitures à essence. Et là, on fait presque au pas de charge, sans trop se préoccuper du coût de cette transition pour les plus démunis. Une autre voie possible est la viande artificielle. Non pas des steaks végétaux qui existent déjà, bidouillés pour faire penser à de la viande, mais de la vraie création chimique à partir de cellules souches. Le steak haché en plastique existe déjà, mais il n'est pas encore servi au fast-food du coin, ni vendu au supermarché. Le sera-t-il un jour? Question de coût, de mentalité, de génération peut-être. Pour finir, revenons-en au Code civil, et voyons comment le bien sensible qu'est l'animal est considéré dans les ruptures de couple. Qui aura la garde du chien, du chat ou du hamster? Le juge peut-il statuer sur ce point et éventuellement accorder un droit de visite à l'autre, à l'autre parent? Car quand le juge est saisi du problème, c'est souvent en raison de l'attachement des enfants à l'animal et aussi parce que la plupart des animaux domestiques sont considérés par leur maître comme des membres de la famille. N'oublions pas que l'animal est juridiquement un meuble, un bien mobilier. Or, l'article 255 du Code civil permet au juge aux affaires familiales d'attribuer à l'un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance durant la procédure de divorce et non à titre définitif. Si l'on examine la jurisprudence, on voit que les juges ont statué sur le sort du bien qu'est l'animal en raison de la relation entre lui et l'enfant ou en raison de l'assistance qu'il portait à un des époux, en l'occurrence malentendant, ou encore pour des motifs très prosaïques, comme la capacité à s'occuper de l'animal ou à ne pas le laisser seul avec un jeune enfant. Par contre, les juges ne peuvent pas attribuer un droit de visite et d'hébergement comme pour des enfants. On pourrait pourtant l'imaginer au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit guider le juge dans toutes ses décisions. Si le couple n'est pas marié,
on peut demander au juge aux affaires familiales de statuer sur l'attribution provisoire du logement commun, mais seulement s'il est saisi d'une demande au sujet des enfants ou en cas de violence conjugale. Comme en 2006, la Cour d'appel de Paris avait considéré à propos d'un chat que l'attribution de la jouissance du logement dans le cadre d'un divorce inclut les biens meubles qui le garnissent, animal compris, on peut penser que cela peut s'appliquer aux concubins au titre de l'article 373 2 9 1 du Code civil. Là, on parle d'attribution provisoire de la jouissance d'un bien mobilier. Par la suite, l'animal fait partie du patrimoine qu'il faudra partager dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial s'il s'agit d'un divorce. Et hors mariage, l'article L213-3 du Code de l'organisation judiciaire permet au juge aux affaires familiales de statuer sur les indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité, un PACS, ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaires, etc. Dans l'absolu et dans l'absurde, ça voudrait dire que si le désaccord subsistait, le chien pourrait être vendu aux enchères, ce qui est la voie ultime pour sortir d'une indivision. On va dire que c'est théorique, mais vu la valeur marchande de certains chiens, on peut tout imaginer. Ce qui est moins théorique, mais c'est un autre sujet, c'est que cette valeur attise les convoitises. Les vols, notamment de petits chiens, et le trafic international d'espèces protégées, c'est aussi de la maltraitance. Voilà, l'animal est donc un être sensible, dixit le Code civil. Est-ce que la condition animale a progressé grâce à la loi? On peut en douter. Et ce ne sont pas les excès inverses. Après tout, on a le droit de vénérer son caniche et même d'offrir une robe de haute couture à son poisson rouge. Ce ne sont pas ces excès bon enfant qui compensent l'immense souffrance infligée aux animaux d'élevage intensif et qui nous le feront peut-être payer. Il n'y a pas que la malbouffe. La Covid née dans des usines abattoirs de Chine, ce n'est qu'une hypothèse, mais une hypothèse plausible. Merci de votre écoute et à bientôt.